Les crimes qui ont fini par mettre Timothy Evans dans le couloir de la mort étaient horribles. Mais lorsque l'on se penche sur son passé, ce n'est pas vraiment étonnant que sa vie se soit terminée ainsi. Avant que Timothy ne soit né en 1924 au Pays de Galles, son père l'avait abandonné, ainsi que ses frères et ses sœurs. Et comme sa mère ne gagnait presque pas d'argent, Timothy est né dans la pauvreté. Enfant, Timothy a eu du mal à apprendre à parler correctement. Puis à l'école, il a eu de grandes difficultés à suivre le niveau de ses camarades. Pour aggraver les choses, Timothy, alors âgé de 8 ans, a contracté une tuberculose cutanée au-dessous de son pied droit, résultant de grosses cloques douloureuses qui mettaient très longtemps à disparaître, même avec un traitement. À cause de cette maladie, Timothy a eu du mal à marcher pendant quelques années et a beaucoup manqué l'école pour se faire traiter. Ces énormes absences prolongées ont été catastrophiques pour son éducation. Il sera déterminé que Timothy avait un QI entre 60 et 70, ce qui est considéré comme une personne handicapée intellectuellement. Par conséquent, Timothy a été mis dans le monde du travail immédiatement pour aider à subvenir aux besoins de sa famille qui était très pauvre. À seulement 13 ans, il est devenu mineur de charbon, l'un des emplois les plus dangereux à l'époque et encore aujourd'hui. Mais malgré la volonté de Timothy de faire ces travaux vraiment difficiles qui payaient souvent très peu, il finissait toujours par se faire virer à cause de sa tuberculose au pied ou du fait qu'il était illettré. Même l'armée n'a pas voulu de lui pendant la Seconde Guerre mondiale. De par ses rejets, Timothy commençait à penser qu'il n'avait sa place nulle part. Pour faire face à ces obstacles, Timothy développa un mécanisme de défense. Il s'est mis à mentir. Il racontait ses histoires de sa vie pleine d'aventures, sur les gens importants qu'il connaissait, les habilités surhumaines qu'il possédait. Bien que la plupart des gens qui connaissaient Timothy ne croyaient pas un mot à ces histoires, de temps en temps une personne le croyait. Pour Timothy, l'infime sensation de respect qu'il avait à ce moment était juste incroyable. Il n'avait jamais ressenti un tel plaisir d'acceptation dans sa vie. Timothy est vite devenu accro aux mensonges. En 1947, à l'âge de 23 ans, il vivait toujours avec sa famille, qui avait quitté le Pays de Galles et avait emménagé à Londres. Il vivait dans un quartier très pauvre et dangereux. Timothy avait réussi à trouver un emploi de chauffeur-livreur. Un jour, lors d'une livraison, il a rencontré une fille de 18 ans nommée Beryl Torley. Les personnes qui connaissaient Beryl ont dit qu'elle avait également un QI très bas. Timothy et Beryl se sont immédiatement plu et ont commencé à sortir ensemble. À la fin de l'année, ils se sont mariés. Ils ont d'abord vécu à l'appartement de la famille de Timothy, mais lorsque Beryl est tombée enceinte au début de l'année de 1948, elle et Timothy ont pris le peu d'argent qu'ils avaient et sont allés louer leur propre appartement. Leur nouvel appartement était minuscule et sale. Il était situé dans un quartier encore plus dangereux, mais cela leur convenait, tout du moins au début, jusqu'à ce que Beryl ait donné naissance à leur fille Géraldine. Soudainement, leur logement leur a semblé incroyablement petit à présent qu'ils étaient 3. Financièrement, ils avaient déjà du mal tous les deux. Donc avec l'arrivée du bébé, ils n'avaient tout simplement pas assez d'argent pour vivre. Timothy a essayé de trouver du travail supplémentaire partout où il le pouvait. Mais encore une fois, son illettrisme et son pied ne lui ont pas permis de trouver un autre travail. Le couple a été obligé d'emprunter de l'argent dont il savait qu'il ne pourrait jamais rembourser. Ils sont donc en permanence endettés, ne peuvent toujours pas déménager et sont coincés dans cet appartement trop petit. Il n'a pas fallu très longtemps pour que le mariage de Beryl et Timothy ne commence à s'éroder totalement. Cela a commencé par des disputes quotidiennes sur l'une de leurs nombreuses difficultés. Mais cela a rapidement dégénéré en une confrontation physique si bruyante que les passants à l'extérieur dans la rue entendaient venir de loin. Les deux hurlaient et criaient, exprimant leur colère et leur frustration. Alors que le monde semblait s'effondrer autour de lui, Timothy s'est d'abord tourné vers son mécanisme de défense qu'il avait utilisé pendant la majeure partie de sa vie.
Il a commencé à mentir sur sa situation actuelle. Il disait aux gens qui écoutaient que lui, sa femme et son enfant allaient très bien. Il a menti à Beryl en lui disant qu'il avait trouvé un deuxième travail et qu'ils allaient s'en sortir. Mais Timothy s'est finalement tourné vers l'alcool pour faire face à sa misère. Cela n'a fait qu'aggraver la situation. Beryl s'est rendu compte de ses mensonges et à présent avait une raison supplémentaire de le réprimander, car il dépensait beaucoup d'argent dans l'alcool. Au bord du gouffre, Timothy se tourna vers son voisin du rez-de-chaussée pour demander de l'aide. John Christie était très différent de Timothy. Tous les deux avaient discuté à maintes reprises, et Timothy voyait en John cette personne très intelligente qui était respectée de tous. John avait servi pendant la Première Guerre mondiale, avait été en première ligne et avait failli être tué par un tir de mortier alors qu'il combattait dans les tranchées. Puis, après la fin de la guerre, John est devenu agent de police et enfin est devenu commis de bureau de poste. Malgré leur grande différence d'âge, John aurait pu être son père. Il y avait une chose qu'ils avaient en commun. John et sa femme Ethel avaient eu eux aussi des problèmes conjugaux par le passé. Timothy respectait beaucoup John. Il le voyait un peu comme le père qu'il n'a jamais eu. John portait conseil à Timothy sur sa façon de se comporter et comment gérer sa femme Beryl. Timothy avait vraiment besoin d'être guidé à ce moment-là dans sa vie. John semblait avoir beaucoup d'empathie envers Timothy. Il voyait ce jeune homme pas très intelligent qui s'était entêté et à présent était perdu dans la vie. Peu de temps après qu'il ait rencontré John, Timothy découvre que Beryl est enceinte d'un deuxième enfant. C'était une terrible nouvelle pour Timothy. Il savait qu'il ne pouvait absolument pas se permettre financièrement d'avoir un autre enfant. De plus, au Royaume-Uni, les avortements étaient illégaux. Il n'y avait donc aucun moyen de mettre fin à cette grossesse. Totalement désespéré et terrifié, Timothy s'est tourné vers John pour obtenir des conseils. John dira plus tard à la barre des témoins lors du procès de Timothy qu'il avait fait de son mieux pour le réconforter, que tout allait bien se passer, qu'il allait trouver un autre emploi et prendre un autre prêt, que tout allait rentrer dans l'ordre. Pour Timothy, ces paroles n'ont eu aucun effet sur lui. Au moment où il est venu voir John, Timothy était totalement inconsolable. Il était désespéré. John a commencé à soupçonner que Timothy était sur le point de commettre l'irréparable. Et John avait raison. Quelques semaines plus tard, le 30 novembre 1949, un Timothy très échevelé errait dans un poste de police local au Pays de Galles, non loin de l'endroit où il avait grandi. Et il a avoué à la police qu'il avait tué sa femme. Il a dit qu'il avait donné à Beryl du poison, qui était apparemment conçu pour faire avorter son fœtus. Mais ce poison était trop fort et avait tué sa femme par accident. Puis, après qu'elle soit morte, Timothy a dit qu'il avait paniqué et qu'il a transporté son corps et l'a jeté dans les égouts qui se trouvaient à l'extérieur de leur immeuble. Puis il s'est arrangé pour que sa fille Géraldine soit gardée par des connaissances à Londres, pendant qu'il s'était enfui au Pays de Galles. Une fois arrivé au Pays de Galles, Timothy a dit qu'il culpabilisait énormément et s'est rendu à la police. Après l'arrestation de Timothy, ils l'ont ramené à Londres. Les détectives se sont rendus à l'immeuble de Timothy, au 10 Rillington Place, pour retrouver le corps de Beryl. Dès leur arrivée, ils ont de suite remarqué quelque chose d'étrange. Ils n'ont pas réussi à retirer la plaque d'égout. Elle était bien trop lourde et semblait ne pas avoir été bougée récemment. Ils ont tout de même réussi à la déloger à l'aide de 3 policiers puis sont descendus. Il n'y avait pas de corps, ni aucune trace. Lorsque les détectives sont retournés voir Timothy dans sa cellule pour lui dire qu'il n'avait rien trouvé, Timothy s'est mis à gigoter, puis il s'est mis à parler, changeant totalement son histoire. Il dit cette fois que ce n'est pas lui qui a donné à Beryl le poison, mais son ami John Christie. Timothy a également déclaré qu'il avait laissé sa fille Géraldine à John. Sceptique à l'égard de Timothy, mais dans un souci de récupérer l'enfant, la police décide de retourner à l'immeuble pour interroger John Christie. John ouvre la porte au détective.
Il se tient là, avec sa femme Ethel, et est totalement choqué par les accusations qui ont été portées contre lui, parce qu'il pensait être un ami proche de Timothy. John et Ethel ont non seulement dit à la police qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui est arrivé à Beryl, mais Géraldine n'a jamais été sous leur tutelle. La police est très inquiète pour Géraldine et a décidé de fouiller tout l'immeuble. Ils n'ont rien trouvé, jusqu'à ce qu'ils découvrent dans le jardin derrière l'immeuble une remise. Dans cette remise se trouvaient enveloppés dans des couvertures les corps de Beryl et de sa fille Géraldine de 13 mois. Elles avaient été étranglées. La police est retournée à la prison et a demandé à Timothy s'il était responsable de la mort de sa femme et de sa fille. Timothy, anéanti, s'est résigné et a dit oui. Après un long interrogatoire, Timothy avoua qu'il avait eu une vive dispute avec sa femme et qu'à un moment donné ils en sont venus aux mains et sous la colère l'aurait étranglé. Puis 2 jours plus tard, il a étranglé sa fille et enfin s'est débarrassé des corps en les cachant dans la remise à l'extérieur. Timothy s'est rétracté de cette dernière confession, mais cela n'avait pas vraiment d'importance, car au procès, un peu plus d'1 mois plus tard, le jury était unanime et convaincu que Timothy était coupable. Ils l'ont condamné à mort. Ainsi, le 9 mars 1950, Timothy a été pendu. Cela aurait pu être la fin de notre histoire, mais en fait nous sommes très loin du compte. 3 ans après l'exécution de Timothy, un homme nommé Beresford Brown emménage dans le même appartement au rez-de-chaussée que John et Ethel Christie avaient habité tant d'années. Il décide de rénover l'appartement et commence par retirer le papier peint. En arrachant celui de la cuisine, il découvre dans le mur une petite porte cachée. Elle ressemble presque à une porte de vide sanitaire. Beresford, intrigué, décide d'ouvrir cette porte, et ce qu'il a vu va le marquer pour la vie. Pour comprendre tout ce qui s'est passé, nous devons remonter dans l'histoire et s'intéresser sur la vie fascinante de John Christie. John Reginald Hallyday Christie est né le 8 avril 1898 dans une maison sur les landes du Yorkshire, en Angleterre. Il était l'un des 7 enfants avec Florence, Winnie, Effie, Dolly et Percy. Malheureusement, son frère est mort à la naissance. La vie de John était principalement dominée par la gente féminine. Il était lui-même un enfant fragile, ce qui semblait irriter son père Ernest, qui selon certains était très strict. Il criait et battait son fils pour des incidents très mineurs. La mère de John était très protectrice envers son plus jeune fils sensible, et au fil du temps, il est devenu timide et renfermé. Mais à l'école où il excellait, il s'était fait des amis, était dans son élément, loin de son père dominant, et a donné à sa mère une raison d'être fière. Elle était si heureuse de lire ses bulletins scolaires élogieux, et lorsqu'il a obtenu une bourse pour aller au collège de Halifax, il est devenu évident que John Reginald Christie avait un QI élevé. Alors que John était encore jeune, la famille a déménagé dans la banlieue de Boothtown, à Halifax. La maison surplombait le cimetière, où John passait des heures à jouer autour des tombes. Il aidait son père dans le jardin et fréquentait les scouts, un passe-temps qu'il semblait apprécier énormément. Il aimait tellement être scout qu'il portait constamment son uniforme. Son grand-père, dont il a toujours eu très peur, mourut lorsque John avait 8 ans. Ses parents l'ont emmené voir le cadavre de son grand-père. Cela a été l'un des 2 événements dans sa vie qui vont le marquer profondément. L'autre moment inoubliable pour cet enfant timide de 10 ans, c'est quand il a vu le genou de sa sœur aînée. Dans ces temps anciens, les femmes se devaient de cacher leur corps autant que possible, afin d'être considérées comme personnes respectables. Pour John, cela a été sa première nudité de la femme, et cela l'a rendu très embarrassé. Alors que John avait 15 ans, un événement majeur allait déclencher en lui une haine profonde pour celle du sexe opposé. Un après-midi, ses amis avaient décidé de jouer au couple avec un groupe de filles. Le but était d'embrasser une fille. John, étant très introverti, a eu du mal avec sa compagne
et n'a pas su l'embrasser. La fille déçue l'a réprimandé et a raconté la situation à ses copines. En un rien de temps, John a été la risée de tout le monde. Il a laissé sa colère mijoter à l'intérieur de lui pendant des années durant. À l'âge de 18 ans, il rejoint l'armée. C'est aussi à cette époque qu'il a commencé à fréquenter les femmes de la nuit. John était en conflit avec lui-même. Il avait reçu une éducation plutôt catholique. Son père lui a toujours appris à être quelqu'un de responsable dans la vie, et John savait à quel point sa mère serait dégoûtée et déçue si elle savait que son fils forniquait de la sorte. Mais pour John, ces femmes ne le rabaissaient pas et ne le jugeaient pas. Elles prenaient uniquement son argent en échange de plaisir. En 1918, le régiment de John a été envoyé en France, où un tir de mortier a explosé près de lui et l'a assommé. Il a été renvoyé chez lui alors qu'il était à l'hôpital de Newcastle. Il avait perdu la voix, affecté par aphonie psychogène. Bien qu'il ait guéri quelques jours plus tard, cela a affecté sa voix pour toujours. L'un des traits de John était justement sa voix, comme s'il chuchotait avec la gorge. C'était assez effrayant. John a été démobilisé par l'armée le 22 octobre 1919. Après un court passage dans la Royal Air Force, il est retourné à Halifax. John a alors trouvé un emploi dans un cinéma en tant qu'opérateur de film. Il a également travaillé comme commis dans un moulin. Il voulait trouver une compagne, mais il n'avait aucune intention de se soumettre à la torture mentale qu'il avait subie de la part des femmes. Il rencontra Ethel Simpson, une jeune femme terre-à-terre, qui était pleine de gentillesse. Elle était intelligente et réfléchie. Il n'était pas vraiment attiré par elle dans le sens intime du terme, mais il aimait son côté rassurant. Le 10 mai 1920, ils se marièrent à Halifax. Moins d'un an après le mariage, il a recommencé à fréquenter des prostituées et a été arrêté pour vol. Il travaillait comme facteur et avait volé des mandats postaux. Il a été condamné à 9 mois de prison à Manchester. Ethel l'a soutenu, mais pas sa famille. John a ensuite été reconnu coupable le 15 juillet 1923 d'avoir fraudé et d'avoir été violent avec une personne. Il a pris 12 mois avec sursis. Les choses tournaient mal pour John. Il perdit le contrôle de sa vie. Ses fréquentations avec les prostituées étaient connues de tous, et son mariage vacillait. Ethel voulait déménager à Sheffield pour donner un nouveau départ à leur mariage. Mais John n'était pas du même avis. Ils se sont donc séparés. John déménage à Londres et réussit à travailler comme aide comptable. Mais il s'est vite remis à son style de vie, fréquentant les prostituées la nuit et grappiller de l'argent où il pouvait la journée. Cela lui a valu d'être condamné en 1924 2 fois en prison, où il va purger des peines de 3 et 6 mois consécutivement. Pendant ce temps, Ethel avait déménagé à Sheffield pour rejoindre sa famille. Elle a trouvé un emploi et a vécu une vie stable jusqu'en 1929. John est de retour en prison pour avoir frappé une prostituée à la tête avec une batte. Il vivait avec elle à cette époque. En 1933, il est de nouveau en prison, après avoir volé la voiture d'un prêtre catholique avec qui il était ami. John et Ethel, qui lui avaient rendu visite en prison, ont renouvelé leur relation. Elle semblait heureuse de retourner avec l'homme qu'elle avait épousé. John jouait le rôle d'un homme respectable, marié et travailleur, où en réalité il menait une double vie. 1938, 10 Rillington Place. Cette adresse a été rendue célèbre par John Christie, où il a montré à quel point il pouvait être macabre et dépravé. Au numéro 10 se trouve une vieille maison mitoyenne, avec à proximité une gare souterraine, où le bruit des trains pouvait être accablant. Les Christies ont emménagé dans l'appartement du rez-de-chaussée. Cette vieille maison détériorée comprenait un salon, une chambre et une cuisine. Il n'y avait pas de salle de bain, seulement une salle d'eau qui était accessible de l'extérieur, ainsi que des toilettes communes pour tous les locataires. Au bout de la cuisine se trouvait une alcôve où le charbon était stocké. John et Ethel pouvaient utiliser le petit jardin à l'arrière de l'appartement.
L'appartement à l'étage était plus petit avec seulement une kitchenette et une chambre. Personne n'y vivait lorsque les Christie sont emménagés au rez-de-chaussée. En temps de guerre, en 1939, l'Angleterre est en manque de policiers. John saisit l'occasion et réussit à devenir gendarme, et ce malgré son passé criminel, car personne n'a pris la peine de vérifier son casier judiciaire. Il est resté à ce poste pendant 4 ans. Sa capacité à déjouer les criminels lui a valu des recommandations apparemment délectées dans ses fonctions, qui lui ont valu le surnom de Himmler of Rillington Place. Il est évident que John a abusé de son statut. Il utilisait son uniforme pour recevoir des pots de vin et également les faveurs des prostituées. En 1943, sa carrière était en danger après avoir été battu par un mari furieux. Sa masculinité avait une fois de plus été meurtrie. Intérieurement, il était furieux. En août 1943, une jeune étudiante infirmière autrichienne, Ruth Fuerst, s'était prostituée pour boucler ses fins de mois. Elle s'est rendue chez John Christie, où il l'étrangla avec une corde. Puis, après l'avoir abusée, il l'enroula à la hâte avec son manteau léopard et plaça son corps sous le plancher de la pièce, avant que Ethel ne revienne. Le lendemain, une fois Ethel et son frère en visite partis, John a sorti le corps et l'a enterré dans le jardin derrière. Puis, en brûlant des mauvaises herbes, cela lui a donné l'occasion de brûler les vêtements de Ruth. Personne n'a demandé après elle. Fin 43, John quitte la police et travaille à Ultra Electric, où il sympathise avec Muriel Eddy. Muriel est une femme de bonne réputation, qui avait un petit ami. John a présenté le couple à Ethel, et ils sont devenus tous amis. L'esprit sournois et dépravé de John avait déjà planifié le meurtre de Muriel. Lorsque John était dans la police, il avait obtenu un diplôme de secourisme. Il utilisa cette reconnaissance pour s'auto-proclamer médecin. Après un certain temps et gagnant la confiance de Muriel, il a exécuté son plan. En l'absence d'Ethel, il a invité Muriel à la maison pour l'aider avec son catarrhe, un problème de santé qui l'a dérangé depuis un certain temps. Il lui a parlé de l'appareil qu'il avait fabriqué et elle a accepté d'aller chez lui pour voir si cela l'aiderait. Il lui offrit une tasse de thé, puis lui montra un bocal en verre qu'il avait modifié. Il y avait 2 trous dans le bocal avec un tube en caoutchouc. Muriel renifla le tube. Elle pouvait sentir comme du baume qu'il avait mis dedans, mais elle n'a pas senti le gaz que John avait introduit à travers l'autre tube dans le bocal. À présent inconsciente, John l'a violée, puis a procédé de la même façon qu'avec Ruth. Il l'a étranglée avec une corde, puis l'a enterrée dans le jardin, à côté de sa première victime. C'est en avril 1948 que nos histoires se rejoignent avec l'arrivée de Beryl et Timothy Evans. Voici ce qui s'est vraiment passé. En octobre 1948, lorsque Beryl a découvert qu'elle était enceinte pour la 2e fois, elle était catégorique. Elle ne voulait pas l'enfant et était déterminée à mettre fin à la grossesse. Elle a dans un premier temps caché ce sentiment à son mari Timothy, qui, bien que désemparé, voulait garder cet enfant. John, malin comme il était, avait de suite compris le malaise et a manigancé un plan pour convaincre les Evans qu'ils pouvaient les aider. Pendant que Timothy s'absentait, John allait réconforter Beryl et petit à petit lui a fait comprendre qu'en tant que médecin, il pouvait l'aider à avorter. Lorsque Beryl entendit cela, elle a malheureusement sauté sur l'offre. Après quelques conversations avec son mari Timothy, elle a réussi à lui faire admettre que c'était la bonne décision à prendre, qu'ils auraient l'opportunité plus tard d'avoir d'autres enfants, lorsqu'ils auront réglé leurs dettes. Le mardi 8 novembre 1949, ce matin-là à son heure habituelle à 6h30, Timothy passe du temps avec Beryl et sa fille, et avant de partir, Beryl lui dit de dire à John qu'ils étaient d'accord. Plus tard, vers l'heure du déjeuner, John est monté s'occuper de Beryl. Il l'a fait allonger sur une couette devant le feu. Il a attaché un tube au robinet de gaz, en disant à Beryl que cela rendrait le processus moins douloureux. Lorsqu'elle a commencé à somnoler, John l'a chevauchée,
de la même façon qu'il avait procédé avec ses précédentes victimes. Mais cette fois-ci, Beryl a réussi à se débattre et à lutter avec John, qui avait maintenant la corde entre ses mains. Elle n'était pas assez forte pour lui, et John l'a tuée. Quand Timothy est revenu ce soir-là, John l'avait entendu pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Timothy Evans était tellement choqué qu'il n'arrivait pas à croire ce qui était arrivé. Il est monté dans la chambre où elle était allongée sur le lit. John Christie l'avait recouverte d'une couverture qui cachait les marques autour de son cou. Timothy était en détresse et a regardé sa fille dans le landau. John lui a alors dit que Beryl n'a pas supporté la dose de poison pour l'avortement. Il a ensuite dit à John que tous deux risquent d'aller en prison, vu que l'avortement est illégal, et que si la police découvre ce qu'il s'est passé, ils en déduiront que Timothy, le mari, avait un mobile pour tuer sa femme, car il croulait sous les dettes. John lui a donc dit que cacher le corps était la meilleure chose à faire. Il a rassuré Timothy en lui disant qu'il allait s'occuper de tout et qu'il mettrait Beryl dans les égouts. Timothy était inquiet pour Géraldine et voulait l'emmener chez sa mère. Mais John lui a dit que ce n'était pas une bonne idée. Cela allait éveiller les soupçons. Le lendemain matin, John a dit à Timothy qu'un couple d'amis à Londres allait s'occuper de Géraldine et qu'il devrait prendre du recul et partir chez sa mère et de ne rien dire à personne. Si quelqu'un l'interrogerait sur Beryl et sa fille, simplement dire qu'ils sont partis en vacances chez le père de Beryl. Le jeudi 10 novembre, John dit à Timothy que le couple venait chercher l'enfant. Timothy, réticent à embrasser sa fille, avant de la remettre à John ce matin-là. Après que Timothy soit parti, John est monté à l'étage, a pris une cravate de Timothy et a étranglé Géraldine. Puis il a disposé les corps à l'arrière du jardin, dans la remise. Après plusieurs jours chez sa mère, Timothy voulait revoir sa fille. Il retourna voir John qui lui dit qu'il ne pouvait pas voir l'enfant pour le moment, qu'il fallait qu'elle s'habitue avec ses nouveaux tuteurs. Il conseilla à Timothy d'aller voir son oncle et sa tante au Pays de Galles, afin d'essayer de recommencer sa vie. Timothy était tellement perdu qu'il s'en remettait à chaque fois aux décisions de John, qui semblait posé, responsable et bienveillant envers lui. Après quelques jours chez sa tante, Timothy lui a dit que Beryl l'avait quitté et que Géraldine a été placée chez un couple d'amis à Reading. Sa tante, très inquiète, a appelé la mère de Timothy pour lui demander si elle savait qu'il vivait chez eux et si elle était au courant de ce qu'il avait dit à propos de Beryl et Géraldine. Deux sœurs sont devenues très inquiètes lorsqu'elles ont su par télégraphe que Beryl n'était pas chez son père. Cela a provoqué une vive confrontation entre les membres de la famille d'Evans et John Christie lorsqu'ils se sont présentés au 10 Rillington Place en quête de réponse. Ethel Christie leur a dit que Beryl était partie le 8 novembre et John a dit en rageant qu'elle était partie sans dire au revoir. La mère de Timothy était très inquiète. De plus, elle était constamment persécutée par des personnes voulant récupérer les traites de crédit de son fils. Timothy était sous pression, et le 30 novembre décida de se rendre à la police et soulager sa conscience. Entre l'illettrisme de Timothy et la gratitude qu'il ressentait envers John, personne ne sait vraiment ce que Timothy a vraiment confessé. Il se peut qu'il ait signé des aveux exagérés, ne savant pas lire. La police l'avait mis sous pression dès le début. Entre d'un côté Timothy Evans, connu pour avoir menti toute sa vie, et de l'autre côté John Christie, un homme respectable qui a fait la guerre et a été policier. Il était évident pour la police que Timothy était coupable, d'autant plus qu'il croulait sous les dettes, qui faisaient de cela un excellent mobile du crime. Après que Timothy soit jugé coupable, sa mère dans l'audience a crié en pointant du doigt John Christie, meurtrier à 2 reprises. Ethel Christie a répondu « Comment osez-vous ? John est un homme honorable. » Après le procès, Christie est entré en dépression. Il a perdu son emploi et a appris que l'immeuble où il habitait était à vendre. Sa peur que les 2 corps soient découverts par un nouveau propriétaire l'a submergé. Il a réussi à avoir l'exclusivité du jardin
avant qu'un nouveau locataire emménage au-dessus. Ethel et John n'étaient pas heureux. Ils sentaient qu'il avait besoin de temps, loin de sa femme, mais elle ne voulait pas quitter la maison. Leur relation s'est complètement dégradée au fur et à mesure que John était rongé par la peur d'être découvert. Cela avait affecté son mental. Après quelques jours à l'hôpital et un séjour dans un institut psychiatrique, il rentra chez lui comme possédé par un démon et a étranglé sa femme Ethel avec un collant. Son corps est resté allongé sur le lit pendant des jours, avant qu'il l'enveloppe dans une couverture et lui a couvert la tête avec une taie d'oreiller. Il l'a enterré sous le plancher du salon. Son seul problème était de s'assurer que la famille d'Ethel ne se doutait de rien. Alors il a écrit des cartes de Noël, disant qu'Ethel avait des rhumatismes dans les mains, alors il avait écrit pour elle. Il était maintenant en mesure de vivre comme il l'entendait et de répondre à ses pulsions macabres plus librement. Mais il avait des difficultés financières. Il a vendu son alliance, ainsi que la plupart de ses meubles pour seulement 12 livres sterling. Il vivait dans ce 2 pièces très froid, avec seulement un matelas, une table et une chaise. Il a falsifié la signature d'Ethel pour réclamer la somme de 10 livres, économisée sur un compte bancaire. Il a vécu ainsi avec son indemnité de chômage de 2 livres et 4 shillings. Mais cela n'avait que très peu d'importance pour John. Son seul besoin était son désir d'être gratifié. Pendant ce temps, le corps d'Ethel se décomposait sous le sol. L'odeur commençait à devenir insoutenable. Mais John se sentait dans son élément. Ses besoins refoulés ont éclaté en une frénésie de meurtre. Tel un prédateur, il s'en prenait aux femmes les plus vulnérables. Rita Nelson était une femme d'Irlande du Nord, vivant à Londres. Elle était apparemment une alcoolique et avait été condamnée pour vol. Alors, enceinte, et ne voulant pas avoir d'enfant, John offra ses services et l'emmena chez lui. La suite, on la connaît. Gaz, viol, étranglement. Il l'a ensuite enveloppée comme il avait fait avec les autres, a tiré le placard de la cuisine et a déposé son corps dans l'ancienne alcôve. Rita était enceinte d'environ 6 mois. Elle a finalement été portée disparue par le propriétaire de son logement en janvier 1953. Kathleen Maloney avait rencontré John dans les semaines qui ont précédé Noël. Elle était prostituée et avait passé du temps avec John à son domicile. Il a pris des photos de leur relation sexuelle. Un soir, elle est arrivée chez lui, ivre. Il l'a fait s'asseoir sur sa chaise longue, lui a fait inhaler le gaz, l'a violée, puis l'a étranglée. Il l'a laissée là et est allé se coucher. Le lendemain, il l'a enveloppée de la même manière que les autres et l'a également déposée dans l'alcôve de la cuisine, derrière le placard. Hectorina McLennan, 26 ans, écossaise, a été sa victime suivante. John lui avait dit qu'il pouvait lui trouver un appartement. Elle est arrivée avec son petit ami. Elle a donc été épargnée ce jour-là. Mais il a réussi à la convaincre de lui rendre visite un autre jour et l'a tuée de la même manière que les autres. John n'a pas pris la peine cette fois de l'envelopper dans une couverture. Il a juste attaché les mains en l'air dans l'alcôve. Le petit ami d'Hectorina était venu la chercher, mais John a réussi à le convaincre qu'il ne l'avait pas vue. John, n'ayant plus d'argent, a décidé de partir. Il a illégalement loué son appartement à un jeune couple, Monsieur et Madame Riley, qui lui ont donné 7 livres et 13 shillings en avance. Lorsque Charles Brown, le propriétaire de l'immeuble, est venu chercher le loyer de John Christie, il a été surpris de voir les nouveaux locataires et leur a dit de partir. C'est alors qu'un nouveau locataire arrive, Beresford Brown. En voulant rénover le papier peint, il découvre la fameuse alcôve qui contenait les cadavres des 3 dernières victimes de John Christie. Beresford a immédiatement appelé la police. La police a fouillé de fond en comble la maison. Ils ont enlevé les corps des 3 femmes dans l'alcôve, ainsi que Ethel Christie sous le plancher. Lorsque le jardin a finalement été examiné, ils ont découvert les restes de ces 2 premières victimes.
Une chasse à l'homme à l'échelle nationale pour John Christie était en cours. Son visage était sur toutes les premières pages des journaux, disant au public de faire attention qu'il y avait un tueur en série en liberté. Il semblait que John Christie n'avait plus toute sa tête. Il se promenait sur les quais, près de Putney Bridge. Évidemment, un agent de police, l'agent Thomas Ledger, l'a reconnu, et John Christie l'a suivi jusqu'au poste de police, sans dire un mot. Le 31 mars 1953, les inspecteurs Kelly et Griffin ont interrogé John Christie. Il a commencé sa déclaration avec sa voix très calme, en parlant de sa mauvaise santé physique et mentale. Il a affirmé qu'il s'était réveillé le matin du 14 décembre et a trouvé sa femme Ethel prise de convulsions dans le lit. Il a dit qu'il avait essayé de l'aider à reprendre sa respiration, mais cela n'a pas fonctionné. Il a ensuite déclaré qu'il avait aidé sa femme en lui serrant un collant autour du cou jusqu'à ce qu'elle repose en paix. La première personne qu'il a mentionnée dans sa déclaration était Rita Nelson, qui selon lui a essayé de lui voler son argent et l'avait attaqué. Il a donc dû la faire taire, ou selon ses mots, il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Il s'est réveillé le lendemain, confus, et elle était morte dans sa chaise longue. Kathleen Malone, a-t-il dit, était venue pour visiter l'appartement du dessus. Elle s'est offerte en guise de paiement, afin qu'il dise au propriétaire qu'elle serait une locataire digne de confiance. John a poursuivi en disant qu'il a évidemment rejeté ses avances et se sont disputés. Il se serait apparemment battu, mais encore une fois ne se souvenait de rien. Le lendemain, il l'a trouvée morte et l'a mise dans l'alcôve. Il a été dit que John Christie était dans un état de confusion. Sa santé mentale était très mauvaise. Il vivait plus ou moins dans la rue avec peu ou pas de quoi se nourrir, mais dans son esprit, il continuait à revendiquer la légitime défense et était catégorique. Il n'avait jamais demandé de service auprès de prostituées ou offert de l'aide pour les grossesses non désirées. Il prétendait avoir été victime de femmes violentes sans scrupules. Il a décrit Hectorina McLennan comme un accident, qu'elle lui avait rendu visite plus tôt dans la journée avec son petit ami, mais selon Christie, elle est revenue plus tard seule et avait exigé de rester avec lui. Il lui aurait demandé de partir, mais elle s'est évanouie. Il semble que le terme évanoui a été utilisé par John chaque fois qu'une femme était mourante. Il a ensuite affirmé l'avoir mise dans l'alcôve. Alors qu'il était à la prison de Brixton, John changeait. Il est devenu plus conscient et plus sûr de lui, car à présent il avait des repas réguliers. Il semblait apprécier la reconnaissance du titre de tueur en série. La police ne l'a pas interrogé sur la mort de Beryl Evans, car il pensait avoir attrapé le coupable Timothy Evans. Mais John, lors d'un entretien avec le psychiatre de la prison, a avoué qu'il avait tué Beryl Evans. Le 5 juin, un nouvel interrogatoire avec les inspecteurs Kelly et Griffin. Ils l'ont interrogé à propos des récentes découvertes des corps de Ruth et Muriel dans le jardin au 10 Rillington Place. John a de nouveau blâmé la femme qui voulait avoir une relation sexuelle avec lui. Et comme Ethel était sur le point de rentrer à leur domicile, il a demandé à Ruth de partir. Il a tout de même avoué qu'il avait eu une relation avec elle et admis qu'il était en quelque sorte responsable de sa mort. Mais encore une fois, c'était toujours la même excuse, que c'était la femme qui l'avait incité et qu'il n'avait pas le choix. Muriel Eddy avait visité John à sa demande. Il a admis avoir utilisé le tube et le gaz pour l'endormir, mais encore une fois ne pouvait pas se souvenir de tous les détails. Il pensait cependant qu'il a peut-être violé, pendant qu'il lui tirait la corde autour de son cou. Apparemment, toutes les femmes trouvées dans l'alcôve avaient du monoxyde de carbone présent dans leur sang. Les autopsies ont révélé la mort par asphyxie avec empoisonnement au monoxyde de carbone. Des marques de strangulation et du sperme ont été découverts pour toutes les victimes, excepté Ethel Christie. Le 8 juin, il a finalement avoué à Kelly et Griffin avoir tué Beryl Evans. Sa version des faits était que Beryl avait voulu mettre fin à sa vie à cause de Timothy, son mari qui la battait constamment.
Beryl aurait supplié John de l'aider et qu'il avait refusé. Mais plus tard, en allant lui rendre visite et voyant qu'elle avait échoué de mettre fin à ses jours, il a décidé de réaliser ses souhaits. Elle lui aurait offert d'avoir une relation sexuelle avec lui en guise de remerciement. Et que, effectivement, il a eu cette relation pendant qu'il l'a étranglée. Ceci est l'une des 4 confessions sur le meurtre de Beryl Evans. À chaque fois, sa version des faits changeait. Il n'a jamais admis avoir pris la vie de Géraldine, le bébé de Beryl et Timothy. Il ne pouvait pas supporter le fait que les gens le verraient comme un tueur d'enfants. Pour lui, il était simplement un tueur de femmes, et qu'à part cela, il était un homme bon. En fouillant son appartement, la police a trouvé une boîte contenant des poils pubiens qui ne correspondaient à aucune des victimes. John n'a pas dit un mot à ce sujet. John a essayé de passer pour un fou, pour plaider la folie lors de son procès. Mais le psychiatre Dr. Hodgson a déterminé qu'il était conscient de ce qu'il faisait, mais il ne mesurait pas le mal que cela engendrait. De plus, John souffrait de troubles de la mémoire. Il mélangeait les événements et en créait d'autres de toutes pièces. Le procureur général, Celine O'Hild, était catégorique. Pour lui, John savait exactement que ce qu'il avait fait était mal, car il avait caché sa femme Ethel sous le plancher, et avait prétendu qu'elle était toujours en vie à sa famille, en envoyant des cartes de Noël signées par lui pour elle. Il a également retiré tout son argent de la banque frauduleusement. Lorsqu'ils ont demandé à John s'il aurait tué ses femmes si un policier avait été présent au même instant, il a répondu non, prouvant qu'il savait très bien que c'était mal. Dr. Masterson, le médecin en chef de la prison de Brixton, voyait John Christie comme quelqu'un de faible, qui avait tendance à exagérer et à agir de manière impulsive. Le psychiatre Dr. Curran a dit que John Christie était une personne qui avait du mal à gérer ses émotions. Il était égocentrique. Il gardait même une photo de lui dans sa cellule. John parlait constamment de l'enquête dont il était le premier rôle. Si un policier parlait d'autre chose, John s'arrangeait pour qu'ils en viennent à reparler de lui. Il a ajouté que John avait une capacité remarquable à chasser le désagréable de son esprit. Lors du procès de John Christie, et après avoir prouvé qu'il n'était pas fou, le procureur a conclu en disant « Juste parce qu'un homme agit comme un monstre ne veut pas dire qu'il est fou. » Il a parlé pendant 2 bonnes heures, le jury s'est retiré, et environ 1 heure plus tard, ils ont rendu un verdict de culpabilité de meurtre et l'ont condamné à mort le 15 juillet. John Reginald Christie a été pendu à la prison de Pentonville par Albert Pierpont. Quand John s'est retrouvé la corde au cou, il a dit à Albert que son nez le démangeait. Albert lui a dit de ne pas s'inquiéter, que cela ne le dérangerait pas longtemps. Le 6 juillet 1953, le ministre de l'Intérieur de l'époque a ouvert une enquête sur l'affaire de Timothy Evans, car John Christie avait admis avoir tué Beryl Evans. L'enquête, qui s'est déroulée en privé, a conclu que les preuves n'étaient pas déterminantes et que Timothy Evans était toujours coupable d'avoir tué à la fois sa femme et son enfant. Ils ont jugé la confession de John Christie peu fiable. En 1965, Sir Daniel Brabin, un juge de la Haute Cour, a réouvert l'enquête, et après 30 jours, le rapport a été publié. Ils ont constaté qu'il était probable que Timothy Evans ait tué sa femme, mais pas sa fille. Et puisqu'il a été faussement accusé de la mort de sa fille, il a été gracié. Sa famille a été autorisée à exhumer son corps et à l'enterrer dans un cimetière, au lieu de l'enceinte de la prison. En janvier 2003, le ministère de l'Intérieur a accordé une indemnisation à la sœur et à la demi-sœur de Timothy Evans pour erreur judiciaire dans le procès de leur frère pour le meurtre de sa fille. Le juge Lord Brennan a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve pour impliquer Timothy Evans pour le meurtre de sa femme. Elle a probablement été assassinée par John Christie. Le cas de Timothy Evans a été l'une des affaires qui a influencé le Royaume-Uni à abolir la peine de mort.